Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en direct, en public, à l'occasion de cette première journée de Midest 2014, industrie manufacturière, 30 histoires pour ne plus croire au déclin. À force d'écouter les médias, tout ce qui se raconte, on ne discerne plus la réalité économique de toute cette morosité ambiante. La réalité, c'est souvent les chiffres qui l'illustrent. Et je suis donc très heureux d'accueillir à la tribune mes invités. Annie G, bonjour, vous êtes la directrice de l'évaluation et des études au sein de BPI France. Vous avez conduit avec nos invités cette étude dont nous allons parler dans quelques instants. Jean-Marc Rouquel, vous êtes dirigeant de la société de conseil en stratégie multivalente. Merci de témoigner dans quelques instants. Et vous-même, Jean-Jacques Laurent, vous serez notre praticien et votre retour d'expérience sera précieux. Vous êtes le directeur général d'André Laurent SAS. Merci à tous les trois d'avoir accepté de témoigner. Alors, tout d'abord, je vous propose de nous parler de cette étude qui a été réalisée en partenariat avec le CETIM. C'est bien ça? Exactement. Nous avons souhaité, donc CETIM et BPI France, de parler d'un ensemble qui est un ensemble très hétérogène, les PME, les ETI, qui sont d'ailleurs rarement traités par les économètres. Pourquoi? Parce que les données d'accès sont peu disponibles et donc il y a besoin de traiter ça de façon différente. Alors nous avons choisi d'évoquer au plan qualitatif des cas en tirant parti de décennies de contacts de proximité avec les PME parce que nous savons qu'il y a toute une partie d'informations qui échappe au scope des statisticiens habituels. Voilà pourquoi nous avons souhaité le faire. Oui, c'est important. C'était le seul levier. Qu'est-ce qui a motivé BPI pour cette étude? C'était uniquement cette zone d'ombre. Est-ce qu'on a peut-être des chiffres aussi? Quel est le poids des PME, des ETI sur le plan économique? On en parle beaucoup, alors, mais on a du mal à se rendre compte. Sur le champ manufacturier, puisque nous avons pris ce pli, qui est justement une forme de transversalité au-delà des filières traditionnelles, nous sommes passés malheureusement, je dirais, pour le domaine manufacturier en dessous du seuil des 10%, nous sommes à 8% du PIB, c'est 156 000 entreprises PME et ETI, 60% de l'emploi salarié industriel, mais 6% de l'emploi salarié total. Ça représente tout de même une masse d'entreprises qui, encore une fois, échappe au scope des statisticiens habituels. Donc effectivement, ces entreprises qui sont au cœur de l'étude, on les appelle parfois les filières de l'ombre, si j'ai bien compris. Enfin, en tout cas, vous allez bien m'expliquer. Qu'est-ce qu'on entend par filière de l'ombre? Alors, c'est d'abord le contraire des filières telles qu'on les entend, c'est-à-dire une vision probablement un peu parisienne, des filières lumineuses. Parisienne et un peu verticale. La filière automobile, la filière aéronautique. En fait, vue d'une PME, ça n'a pas beaucoup de sens. Elle travaille pour tout ça. Elle travaille pour cette filière à la fois. Donc cette réalité vue du terrain, c'est ce que nous avons souhaité illustrer et incarner dans le champ, dans l'intitulé de filière de l'ombre, qui est peu reconnu encore une fois au plan économétrique, mais une réalité de la vraie vie. Très bien, merci pour avoir défini ce cadre. Je ne sais pas si certains... Alors Jean-Marc Rouquette voulait peut-être déjà réagir sur le cadre, les enjeux finalement de cette étude. Jean-Marc Rouquette. Tout d'abord, bonjour. Oui, en effet, au niveau des enjeux, je dirais également sur un point clé qui va sur la première question qu'on pourrait presque poser, c'est qu'est-ce qui caractérise ces entreprises? Alors on peut dire essentiellement aujourd'hui qu'il y a 5 caractéristiques qui peuvent qualifier ces entreprises qu'on a pu interroger. La première, la plupart des entreprises étaient multifilières, pas un seul secteur d'activité, mais plusieurs secteurs d'activité. Le deuxième point clé qu'on peut mettre en avant, c'est que l'ensemble des dirigeants, et ici Jean-Jacques Laurent peut en témoigner, ont suivi un accompagnement et ont formalisé leur stratégie. Alors comment ils ont formalisé leur stratégie? Ils l'ont fait d'une manière indépendante, mais également avec leurs collaborateurs, leurs actionnaires, mais une stratégie formalisée. Troisième caractéristique clé qu'on a pu rencontrer en témoignant, enfin en interrogeant ces chefs d'entreprise, c'est le niveau d'ouverture, la présence dans des réseaux. 90% des chefs d'entreprise font partie de réseaux locaux, de réseaux nationaux, voire internationaux. Et enfin, on peut dire une caractéristique qui est la quatrième, la plupart des chefs d'entreprise se sont dit, face à cette situation, je veux être maître de mon destin. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut pas aller dans la morosité. Il y a certes une situation qui est compliquée,
Mais je veux profiter de cette situation compliquée pour voir quelles sont les opportunités qui existent. Et rebondir. Transformer finalement une contrainte en opportunité, les 3M moins mais mieux, plus souvent, enfin repenser ces process, c'est un peu ça l'idée quoi. C'est tout à fait ça. Je rajouterai un dernier élément pour qualifier un petit peu les cibles, le type d'entrepreneur qu'on a pu trouver. C'est justement le mot entrepreneur. Et dans le mot entreprendre, il y a prendre. Et la plupart des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qu'on a pu rencontrer, ont cette foi, cette dynamique, malgré la difficulté, ce désir de combattre pour prendre des parts de marché et gagner. Prendre des parts de marché et gagner. Alors, question, puisque les chiffres sont là, l'étude donne des enseignements, mais ces entreprises, elles ont quand même, certains disent morflé, mais en tout cas, elles ont vécu pas mal de choses. Est-ce que vous sauriez un petit peu, en retour sur image, nous dire un peu ce qu'elles ont vécu ces dernières années Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'une caractéristique des chefs d'entreprise, quand on leur demande qu'est-ce que vous pensez de la situation, de la crise, la plupart nous disent, moi je suis arrivé sur le marché de l'industrie, dans l'industrie, principalement dans un contexte de crise. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'historique, l'évolution de l'économie d'une manière générale et en particulier dans l'industrie, on peut dire que depuis la fin des années 80, les crises se cumulent. Alors, certes, depuis 2008, depuis 2009, les crises sont un petit peu plus fortes, un peu plus rapides, mais la plupart des dirigeants vivent avec la crise déjà depuis 20 ans. Est-ce qu'ils y croient encore à la crise? Est-ce qu'ils ne se disent pas qu'on est vraiment dans un changement de monde, dans un réingéniering permanent, dans des nouveaux process industriels partagés, mondialisés? Est-ce que ce n'est pas ça aussi la réalité des dirigeants? Alors, la plupart des dirigeants ont une croyance, si on peut s'exprimer ainsi, sur l'avenir. C'est évident, sinon tout cela ne serait pas fait. Mais par contre, il est clair que le contexte est difficile. Il est clair que face à cette difficulté, la réponse, c'est de dire on va réfléchir ensemble pour construire quelque chose. Et il y a un facteur qui est important qu'il faut signaler, c'est que la plupart des dirigeants qu'on a pu interroger ont été impactés de manière directe ou indirecte par l'international. Je ne parle pas d'exportation, je parle d'international. Oui, c'est-à-dire qu'un méchant concurrent est arrivé à changer la donne, ou au contraire, l'international a pu ouvrir des opportunités, c'est un peu ça? C'est clair. Regardez le Midest, moi j'ai connu le Midest il y a 20 ans, puisque je ne suis pas né dans le conseil, mais je viens du monde industriel. Il y a 20 ans, la part d'entreprises étrangères n'était pas aussi importante. Donc, cette part d'entreprises étrangères est à la fois une crainte, mais c'est aussi une opportunité. Parce que beaucoup des dirigeants qui ont été interrogés ont dû suivre certaines entreprises à l'international et ont créé également de la richesse sur place. Très bien, alors dans quelques instants ce sera le retour d'expérience de Jean-Jacques Laurent, mais avant peut-être une dernière question, à moins que vous souhaitiez déjà à ce stade, Jean-Jacques, réagir, mais peut-être une dernière question avant de passer justement la parole à Jean-Jacques. Quelles sont les stratégies gagnantes? Aidez-nous à nous établir finalement le portrait robot des entreprises qui gagnent aujourd'hui. Premièrement, la plupart des entreprises ont un objectif majeur, c'est la pérennité de leur entreprise, des emplois qu'il y a dans leurs entreprises. Ça, c'est le premier point. La notion de croissance, telle qu'on peut l'entendre d'une manière générale, n'est pas toujours retrouvée dans l'ensemble des entreprises. 40% des entreprises veulent avoir une stratégie de croissance, 30% une stratégie de recentrage, et puis à peu près 20% qui veulent plus se diversifier. Tout ceci dans une finalité, c'est reconstruire les marges. Parce que si on ne reconstruit pas les marges, on ne peut pas investir. Si on n'investit pas, on ne peut pas être plus compétitif et rester sur le marché. Donc face à cela, stratégie, donc chapeau un petit peu, objectif pérenniser. Pour pérenniser, 3 grands axes. Premièrement, développer la diversification client. Chercher de nouveaux clients sur de nouveaux marchés. Deuxièmement, chercher à aller plus loin dans la chaîne de valeur, vendre plus de valeur ajoutée face aux donneurs d'ordre. Et enfin, le dernier point, c'est se différencier en essayant d'aller vers le haut et trouver sortir du contexte du prix. Et pour cela, il y a 4 leviers principaux. 1, l'international. 2, l'innovation, et pas uniquement l'innovation produit, mais process ou business model. 3, les alliances. Je pense que Jean-Jacques Laurent va vous en parler. Et puis enfin, le dernier point, tout ce qui est optimisation du processus de production. Très bien, 4 éléments majeurs. Annie, on fait beaucoup de suspense autour de l'intervention de Jean-Jacques, mais une réaction à ce stade, Annie G. La première réaction, moi ce qui m'a frappé, c'est la dimension collective des chefs d'entreprise.
savent raisonner non pas seuls, mais avec leurs collaborateurs, avec leurs partenaires, et qui savent en permanence remettre en cause un modèle. Donc il y a une forme à la fois de modestie et d'ambition conjuguée qui font la différence. Je dois dire, c'est aussi en forme d'hommage vis-à-vis d'eux. Je suis très admirative de leur ténacité. L'époque de l'innovation tous les 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans qui remettait en cause, c'est terminé. C'est l'innovation tous les jours, pas forcément la techno, mais la remise en cause. C'est une remise en cause avec un optimisme à la fois permanent et partagé. Et ça, c'est un peu différent parce que c'est effectivement pas des cycles ou des modèles, c'est une volonté d'avancer à plusieurs. Alors très bien, à ce stade, je vous passe donc la parole, Jean-Jacques Laurent. Tout d'abord, ça n'a pas été fait lors de l'introduction. Présentez-nous d'abord en quelques secondes votre entreprise, votre quotidien finalement. La société André Laurent, on réalise 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a implanté en toute l'Europe, en Chine et en Inde également, et des équipes assez réduites. Sur la Chine, on a 3 personnes seulement. Et on est principalement dans le métier de la boulonnerie spéciale et pièces mécaniques d'assemblage, avec des métiers du forgeage à chaud, de l'usinage au sens large et du roulage également pour faire le filetage. Et maintenant, on va sur des ensembles, des sous-ensembles complets, du bureau d'études jusqu'à l'installation, même sur site, grâce à l'alliance dont je vais expliquer un petit peu. Et je voudrais revenir sur la notion de crise. Jean-Marc a parlé que la conjoncture économique était difficile. Je pense que la conjoncture économique est différente. Alors c'est facile de le dire au bout de 5 ans. Les trois premières années, j'ai cru, moi aussi, bêtement, qu'on allait retrouver les seuils de chiffre d'affaires, de rentabilité, de déplacement de 2007. Ouais. Non, moi je suis monté à la direction en 2006, donc c'est-à-dire j'ai pas connu beaucoup d'années porteuses. L'année faste, ouais. Mais donc il faut essayer maintenant, c'est le message que j'ai fait passer il y a peu de temps au sein de l'entreprise, de dire que maintenant c'est notre quotidien. Il faut vivre avec et de se dire qu'on a 10 ans à peu près, même si l'économie, même si le gouvernement, même si les politiques changeaient les choses à ce jour, et malheureusement ce n'est pas le cas, avant qu'on ait les résultats de ces impacts, ce ne serait pas avant 10 ans. Donc il faut accepter de vivre avec ça et d'essayer de trouver des parts de marché ailleurs. Donc nous, on a essayé pour l'instant d'aller sur 3 axes majeurs. C'est l'international. On fait déjà un tiers de notre chiffre d'affaires. Je ne me fais pas mousser. Pour une PME, c'est déjà pas trop mal, mais c'est pas assez. Si on veut prendre d'autres parts de marché, il faut aller beaucoup plus loin. Là, actuellement, on est en train de lancer une étude assez poussée avec des cabinets spécialisés dans l'international pour nous permettre mener une stratégie réellement pour s'implanter dans d'autres pays. Mais quand je dis, c'est pas de l'exportation, on a fait 15 à 20 ans d'exportation. Là, maintenant, on a la logique de s'implanter, des implantations. En partant de manière modeste, parce qu'on n'est qu'une PME. Oui, 15 millions d'euros, vous n'avez pas des moyens. Alors, on n'a pas des financements d'ETI, par exemple. Et notre idée, c'est 2 marchés pour l'instant. Un qui est sur la Chine, parce que certains d'entre vous doivent sûrement savoir qu'il y a 21 réacteurs qui sont dans les centrales nucléaires, je précise, qui vont être réalisés en Chine dans les 3 ans à venir. Donc il y a des marchés colossaux pour des entreprises telles que les nôtres, parce qu'on réalise de la boulonnerie ou la goujonnerie pour ces secteurs d'activité. Dans ces cas-là, il faut être implanté en Chine. C'est toujours pareil, ça fait 15 ans qu'on nous parle du local content, enfin de la production localisée. Maintenant, c'est plus, on nous en parle pas, on nous l'impose quasiment. C'est sous-tendu, mais c'est préférable. Et puis en plus, il faut être honnête, prendre des parts de marché dans un pays, nous, ça fait maintenant 10 ans qu'on est en Chine, on ne réalise que 15-12% de notre chiffre d'affaires sur la Chine, sur les secteurs de l'hydroélectrique et du nucléaire. Ce qui est déjà bien, vous allez me dire, certes, mais si je veux faire du développement, je ne vais pas m'arrêter. L'idée, c'est pas de s'arrêter seulement à 12%. Et pour essayer d'aller plus loin, il faut avoir des partenaires chinois. Seul, j'ai pas les yeux bridés, j'ai pas le teint chinois, donc je vais avoir du mal à pouvoir avoir mes réseaux, le guanxi, là, ce qu'ils appellent en Chine, pour me permettre de prendre des commandes tout simplement. Donc il est impératif d'avoir des partenaires. Alors là aussi, je fais très attention à ce que je dis, parce qu'il dit partenaire, ça fait tout de suite le mot qui arrive derrière, c'est copiage. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver des partenaires, de faire l'implantation seul si possible, mais d'avoir quand même un partenaire plutôt commercial pour nous permettre de nous ouvrir certaines portes. Un mot sur cette étude, parce que vous l'avez lu, vous y avez contribué si vous êtes à la tribune. Alors on a vu, Jean-Marc a évoqué également, Annie, un petit peu les clés de la réussite.
Est-ce qu'il y a des mots, des points particuliers de l'étude qui font écho à votre retour d'expérience, Alliance Innovation Internationale? Si vous deviez piocher comme ça dans le portrait les robot. trois axes majeurs, hein, je parlais beaucoup de l'international parce que c'est quand même ce qui permet de faire le développement. Il y a l'innovation, on a été nominé ce matin pour un système anti-dévissage et on a 3 autres projets. Ça fait 4 projets pour une PME telle que la nôtre avec le concours du CETIM ou avec, dans le cadre européen avec des fonds européens Parce également. Il y a de l'argent pour les entreprises innovantes, rappelons-le. Oui, il y en a. BPI actuellement, on peut dire qu'il prête de l'argent à des taux très avantageux. C'est pas le facteur limitant. Aujourd'hui, à la limite... Mais lever de l'argent, c'est comme avoir des AP, des assurances prospection avec la COFAS. Il y en a beaucoup qui peuvent avoir de l'argent, mais si on ne s'implante pas, si on n'y va pas, un petit peu le travers des Français de se dire en 6 mois, faisant 2 salons, ça y est, je dois te développer dans tel pays. Non, il faut rester. Moi, au Japon, par exemple, et c'est pas positif ce que je vais dire, je suis allé pendant 4 ans, en raison 3 à 4 fois par an, et en finale, on a fait 0 chiffre d'affaires, enfin 8 000 €, c'est rien du tout. Donc à un moment ou à un autre, on s'est dit, au bout de 3-4 ans, on va arrêter. Mais dans d'autres pays, ça a marché, ça a fonctionné. Mais ce n'est pas en 6 mois ou en 1 an que ça peut marcher. Donc le deuxième point, c'est l'innovation. Déjà, ça a plusieurs paramètres. Ça permet d'apporter de l'expertise en interne au niveau de l'entreprise. Ça aussi, c'est important. Le fait de travailler avec le CETIM ou avec d'autres laboratoires nous permet de faire évoluer l'entreprise. Ça donne une autre image de bureau d'études, plus que de société seulement sous-traitante, d'essayer d'apporter l'expertise engineering, l'expertise du savoir-faire, des compétences que l'on met en évidence. Et puis après, bon, il y a une image un peu sur laquelle moi je suis attardé, c'est le côté moderne, un peu d'essayer de se bouger et de ne pas rester les 2 pieds dans le même sabot et de se dire, on avance. Et puis le dernier point, après je reviendrai, donc le premier c'est l'international, le deuxième l'innovation et le troisième ce sont les alliances. Les alliances, alors alors on en parle depuis très longtemps, ça évidemment. Moi j'ai fait stratégie PME avec Jean-Marc il y a 15 ans, on parlait déjà d'alliances avec Anis Bouayat, si je ne me trompe pas, donc quelqu'un qui m'a impressionné. Mais en France, faire des alliances quand on a un caractère individualiste notoire et reconnu par rapport à d'autres pays, les alliances en Italie, ça marche depuis 50 ans. Il y a une commande qui arrive dans une région, elle ne quitte pas la région. Ça reste dans la vallée, nous, on n'est pas dans cette logique-là. Ouais. Donc on est quand même arrivé à créer une entreprise après 2 ans d'entretien pour déterminer, enfin de réflexion, pour déterminer les statuts, le contrat de partenariat, enfin tout ce qui, avec les avocats, je vous imaginez, c'est pas simple, pour se mettre d'accord avec 5 dirigeants d'entreprise. L'entreprise a été créée en mai 2014 et pour vous expliquer, ça va du bureau d'études, bureau d'ingénierie et 3 sociétés de transformation. Une société qui fait des très grosses pièces, qui ici, on est ensemble sur le même stand. La société André Laurent qui fait des pièces plutôt moyennes en termes de dimension, si je raisonne en dimension. Et une société de décolletage qui fait des petites pièces. Mais l'avantage, ça nous permet de répondre à des ensembles, des sous-ensembles complets. Et Témoin, on a pris un marché important de quasiment 1 million d'euros, pas tout à fait, avec une société Hacker Solutions en Norvège, pour réaliser un sous-ensemble complet de 2,5 tonnes. Nous, les pièces les plus importantes qu'on fait, c'est quelques centaines de kilos à peine. Donc, la société partenaire qui fait les très grosses pièces est en train de les finir, du reste, actuellement. Nous, on fait les pièces les plus petites, entre guillemets, de ce sous-ensemble. Et c'est un équipement où on a dû travailler en amont pendant quasiment 3-4 mois pour revoir les plans qui ont été dessinés par une filiale en Inde. Et pour vous dire qu'il y avait quand même quelques petits problèmes techniques, la vis ne montait pas dans les trous à titre d'information. Donc il a fallu qu'on reprenne quasiment plus de 50% des plans. Donc Alliance, pour vous, c'est vraiment une solution opérationnelle pour répondre à cette nouvelle conjoncture et à ces nouvelles opportunités. L'origine de cette démarche, c'est qu'on a assisté à une journée mensuelle à Aztec, donc c'est un pôle de compétitivité très orienté aéronautique à Paris. Et tous les numéros 2 ou numéro 1 du secteur de l'aéronautique Eurocopter, qui s'appelle Airbus et Helicopter maintenant, Thales, Astrium, Safran et ainsi de suite, nous ont tous dit on veut trouver des associations, des ETI comme celle-ci. Ce sont des ETI sous forme d'alliance, mais l'avantage c'est que ça coûte moins cher. Faire de la croissance externe, c'est bien beau, mais il faut investir. Avant d'avoir un retour sur investissement, c'est lourd. Alors que là, on a un DG, on a levé des fonds, on a quelqu'un qui prospecte et qui nous permet de toucher des cibles que actuellement, en tant que PDG de la société André Laurent, même avec 15 millions d'euros, j'arrive pas à avoir. Des sociétés comme Airbus et Helicopter ou Dassault, ça fait 10 ans qu'on tape à la porte et on n'arrive pas à rentrer chez eux. Et par le biais d'alliances, de cette alliance, on remonte d'un rang, de 2 rangs dans les et puis on n'est plus dans une logique de coût d'achat avec des acheteurs qui cherchent les prix, on est dans une logique de coût d'acquisition. C'est-à-dire réellement, c'est de se dire à long terme, prendre la solution qui est la moins coûteuse pour moi et la plus intéressante pour leur entreprise. Merci Jean-Jacques Laurent. Alors l'heure tourne, on est
pas très loin de la conclusion, on a encore 2-3 points à voir. Bon, l'étude, on a vu un petit peu, au travers du retour d'expérience de Jean-Jacques Laurent, au travers d'autres entreprises, puisque 30 entreprises ont été auditées, quel message retenir? Annie, Jean-Marc, Annie On G. l'a dit, on n'avait pas d'ambition statistique avec 30 cas d'entreprise. Il n'empêche que, faute de dégager un modèle, et ce n'était pas non plus l'objectif, il y a tout de même des constantes. Mes voisins ont beaucoup insisté sur la notion d'alliance et moi je ne peux pas m'empêcher de penser que là on réconcilie le macro et le micro, puisque l'OCDE, dans son audit de la situation innovante de la France, a montré que la notion de partenariat restait un point faible. On voit bien que les entreprises ont réussi, ont essayé de traiter ce sujet. Merci pour ce témoignage. Quel message retenir? Même question, Jean-Marc Rouquette. Annie parle de macro, de microéconomie, je parlerai moi de nanoéconomie. C'est-à-dire, je vais encore plus fin. Aujourd'hui, on parle d'entreprise, certes, mais il faut vous parler d'individus dans les entreprises. Je pense que le premier point, c'est les chefs d'entreprise. Je crois qu'il y a une nouvelle génération de chefs d'entreprise qui est là, qui arrive, avec de nouvelles idées, de nouveaux messages, des entrepreneurs qui ont envie de coopérer. On est dans l'ère de la quelque chose, coopération, conception, co-création, etc. Et on retrouve un petit peu même de la vie du quotidien. Donc ça, c'est un point clé. Le deuxième point clé, c'est qu'on voit bien que les stratégies d'entreprise, contrairement aux grandes structures, si on veut comprendre la réussite de ces entreprises, ce n'est pas uniquement regarder les stratégies, c'est comprendre le profil du dirigeant. C'est le profil du dirigeant qui fait qu'on fait telle ou telle stratégie. C'est comment le dirigeant arrive à s'entourer, comment le dirigeant arrive à faire passer les messages, comment le dirigeant n'est pas seul. Et ça, c'est, je crois, d'une manière standard, par rapport à l'ensemble des dirigeants qu'on a pu voir, un point clé et une bonne pratique. Ne pas s'isoler, s'ouvrir vers les autres, se faire accompagner. Il y a pas mal d'aides aujourd'hui qui existent, il faut en profiter. Comment répliquer ces bonnes pratiques dans l'industrie manufacturière? Qui veut répondre? Je voudrais juste rajouter un Jean-Jacques point Laurent. important, c'est de revenir sur la notion que je prône moi en interne, c'est d'accepter de se remettre en cause au quotidien. Et ça, depuis 50 ans, c'est pas lié à la crise, ça n'a rien à voir. La seule petite différence quand même, c'est qu'avant, c'était des cycles de 10 ans. Mon père, quand il dirigeait l'entreprise, il y avait des crises tous les 10 ans. Maintenant, il faut se remettre en cause tous les ans, tous les 6 mois, assez rapidement. Et l'autre paramètre, la confiance. Je sais que j'ai une équipe de jeunes maintenant qui est montée à tous les postes de l'entreprise, en qui j'ai fait confiance, et il y a un retour sur investissement. Certes, il faut un dirigeant, certes, il faut une directive, il faut un objectif, mais derrière, il faut avoir une équipe forte et solide qui assure ces différents projets, qui les mettent en musique derrière. Plus que jamais l'humain au cœur de la... Je suis un peu frustré, je n'ai pas eu de réponse totale sur la partie industrie manufacturière. Je ne sais pas si est-ce que ce sont les mêmes recettes, est-ce qu'il y en aurait d'autres à ajouter? Écoutez, on verra, Annie G. on aura d'autres études à conduire, là aussi en partenariat, parce qu'il n'est pas question que France fasse. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage au CETIM dans cette démarche. C'est aussi de la co-construction. J'ai un peu le sentiment qu'il y a une posture du chef d'entreprise qui est assez universelle, qui est celle du collectif, qui est celle de la confiance, ça vient d'être signalé, qui est celle aussi de l'investissement dans la dimension immatérielle et notamment le capital humain. Ça, c'est vraiment un point fondamental et qui, à mon avis, dépasse le champ de l'industrie manufacturière. C'est formidable. Bien, sur les enjeux, est-ce qu'on a tout dit? C'est un point qui a été évoqué, mais compétences, relations donneurs d'ordre, sous-traitants, est-ce qu'il se passe des choses? Est-ce qu'il y a peut-être des éléments qui sortent de cette étude? Il y a pas mal d'acheteurs ici. Moi, mon associé dans mon cabinet est un acheteur, donc on a pu voir les relations qu'il peut y avoir entre sous-traitants, parce qu'on vient de ce domaine-là. Je crois qu'un des points clés pour faire évoluer les relations, c'est de développer la notion de négociation, et avec une approche un petit peu plus globale en termes d'échange entre les grandes structures donneurs d'ordre et sous-traitants. Un grand merci. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, eh bien c'est le mot numérique. Je suis surpris. Est-ce que dans cette étude, cette révolution numérique dont tout le monde nous parle, eh bien est-ce que c'est ressorti? Puis je vois apparemment qu'on vous tend le micro, Jean-Jacques Laurent. Non, nous, on a mis un web community dans l'entreprise. Pour une PME, c'est quand même assez exceptionnel de mettre quelqu'un de style. Bon, et certes, il est qu'à mi-temps, mais quand même, il permet de faire évoluer notre site internet avec des technologies comme Bootstrap, par exemple, des trucs qui sont plus modernes, on va dire, qui permettent de s'adapter aux iPhones, aux iPads et ainsi de suite.
Il est sur LinkedIn, il est sur Viadeo, Facebook, ça n'a aucun intérêt pour nous parce que c'est pas professionnel. Il fait du Twitter quand même. Enfin, l'objectif, c'est de faire parler la société André-Léran au quotidien. On a des lettres info aussi que l'on fait, mais pas pour faire la promotion de la société, parce que ça n'a aucun intérêt, personne ne le lit, j'en reçois plein, je les mets directement à la poubelle. C'est plutôt de passer des informations sur les secteurs d'activité sur lesquels nous sommes, l'aéronautique, le nucléaire, l'oil and gas et l'hydroélectrique. Des choses que certaines fois ils ne savent pas, qu'ils lisent et qu'ils disent tiens c'est intéressant, et du coup je garde la lettre info et je garde le nom quand même de la société André-Léran sur la lettre info ou le site, ainsi. Donc le numérique plus que jamais à Niger. C'est à la fois une question d'outils et de pratique. Et je crois que la maturité dans les deux dimensions, elle n'est pas sur les mêmes cycles. On voit bien des entreprises qui, suivant les générations de collaborateurs, pratiquent beaucoup les systèmes connectés et les réseaux sociaux. D'autres ont d'autres approches vis-à-vis de la veille et de l'instrumentation par rapport aux thématiques qu'ils développent. Malheureusement, si ça fait la différence sur les cas qu'on a illustrés, c'est tout de même encore très insuffisamment répandu. Et ça aussi, c'est une faiblesse de l'industrie manufacturière. Merci. Rajouter, on est en train de mettre en place dans l'entreprise une salle dédiée webconférence pour faire la prospection. C'est-à-dire qu'au lieu de payer un commercial à se déplacer, à aller, ainsi de suite, ça coûte une fortune. Généralement, après avoir visité l'entreprise ou l'atelier, on se dit il n'y a rien pour nous. En plus, c'est démoralisant aussi pour le commercial, même au passage, parce que j'en fais moi aussi, je sais ce que c'est. Donc là, l'avantage, c'est que ça permet en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, de savoir s'il y a un intérêt. Ça n'empêche pas qu'après, il y a toujours le caractère humain. Je conclue toujours par ça. Ça, c'est capital. Et ça permet de déblayer un maximum. Et puis, une chose quand même qui est importante, c'est que 50% de nos emplois en 2015 seront de la génération Y. Il ne faut pas l'oublier. Donc eux, ils vivent avec ça au quotidien. Ne l'oublions pas, en tout cas pas trop, mais enfin vous avez quand même quelques outils qui témoignent de votre curiosité, voire même votre adoption très concrète de cette évolution numérique. En conclusion, Jean-Marc Rouquette. Je crois que vous avez cité 32 entreprises tout à l'heure qui sont des exemples. On pourrait presque, enfin, c'est difficile de sortir des règles globalement, mais on trouve beaucoup d'énergie dans ces 32 histoires qui sont reprises par l'étude de la BPI. Peut-être je demanderai à Niger de compléter mes propos et de conclure. Alors en conclusion des conclusions, Niger d'abord, où est-ce qu'on peut se procurer cette étude très concrètement? Alors elle est en ligne sur nos sites respectifs, mais on vous donnera les coordonnées si nécessaire. Nous avons d'ailleurs différents supports et nous travaillons avec nos collègues du CETIM à un texte plus élaboré qui sera référencé, parce que je pense que nos économètres, nos universitaires doivent s'emparer en termes d'économie industrielle de ces PME dont on ne parle pas suffisamment. Et c'était bien l'objectif de cette étude, et de montrer encore une fois quelles sont l'illustration d'une France qui avance, d'une industrie française qui n'est pas morte, et de chefs d'entreprise qui sont vraiment des exemples pour tous les entrepreneurs. Une source d'inspiration, une source d'innovation, d'alliance, de développement pour l'international. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Les informations est bien sur le site de BPI France et du CETIM. Merci à vous d'avoir assisté nombreux à l'enregistrement de cette émission. Merci à vous qui les suivez depuis bien tout à l'heure, et vous êtes nombreux et de plus en plus nombreux. À très bientôt à l'antenne de Midest TV. Au revoir.